Sunday Night Production. À chaque fois au Svalbard, avant de débarquer, on vient scruter la côte pour vérifier qu'il n'y a pas un ours qui est en train de se balader. Au final, on a eu de la chance de ne pas en croiser pendant qu'on était sur Terre. On en a croisé pendant qu'on était sur le bateau, qui était magnifique parce que on avait un sentiment de sécurité toute relative, parce qu'il faut quand même savoir que l'ours, c'est officiellement un mammifère marin. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Yvan Lazare aujourd'hui. Bonjour Yvan. Bonjour. Je suis toujours très heureux de rencontrer un aventurier, une personne qui a réalisé des exploits incroyables. Mais la particularité, c'est que c'est toi qui es face à moi aujourd'hui. Mais l'aventure, les aventures, les exploits que vous avez réalisés, je dis bien vous, parce que c'est une équipe de 4 qui a réalisé tout ça. On va en parler. Aujourd'hui, c'est toi qui représente cette équipe, qui représente ce team, le team Kauna, un collectif de 4 explorateurs, 4 jeunes explorateurs, qui a réalisé des trucs un peu hors norme, c'est-à-dire partir 140 jours à bord d'un voilier électrique au départ de l'Orient et en direction de l'Arctique pour explorer les pentes de la Norvège et du Svalbard. Rien que ça, moi, ça me fait rêver. Alors, bienvenue Yvan sur le podcast Ultra Talk. Et comme je le fais systématiquement, je vais laisser la parole à mon invité en te demandant, Yvan, de te présenter. Et puis ensuite, de présenter ce projet et puis quelle était l'équipe qui était avec toi. Merci de ton invitation. Donc en effet, il y a 2 ans maintenant, on est parti avec 3 copains d'école d'ingénieurs à Paris, Centrale Supélec, et on est allé en voilier au-delà du cercle polaire arctique, au Norvège et au Svalbard, donc qui s'appelle également Spitsberg. Donc on est allé au Svalbard, qui s'appelle également Spitsberg, et on est allé faire là-bas principalement du ski de randonnée et de l'alpinisme. C'était un projet un peu fou d'école où on est parti à 4 étudiants sans forcément trop savoir à quoi s'attendre. J'étais le seul qui savait naviguer. On est 2 à avoir déjà fait de l'alpinisme et du ski de randonnée avant. Donc il y a eu une grosse partie où il a fallu se former. Et en plus de ça, on a mené un certain nombre d'expériences scientifiques quand on était là-bas pour essayer de démontrer qu'il était possible de naviguer autrement et d'avoir le plus faible impact carbone possible quand on va comme ça faire des expéditions. Donc on était sur un voilier électrique et donc on a publié un rapport expérimental qui a permis à de nombreux futurs propriétaires de voiliers de se poser la question, est-ce que l'électrique a un intérêt pour moi? Et est-ce que c'est vraiment écologique, économique et intéressant en termes de performance? Bon, c'est vrai que le projet, effectivement, dont on parle, c'est 5 mois, c'est un vol électrique, c'est 4 étudiants à bord. Vous aviez 22, 23 ans au moment de prendre le large. Moi, j'ai été impressionné par la qualité et la quantité de formation que vous avez dû faire pour partir dans des conditions de sécurité minimum. On reviendra tout à l'heure sur ces formations, mais effectivement, au départ, quand ce projet s'est lancé, toi, tu avais des compétences pour naviguer, mais personne n'avait des compétences de montagne, personne n'avait des compétences d'escalade, et vous avez tous développé des compétences pour faire ce projet et cette aventure en sécurité. Et donc ça, c'est un épanouissement personnel aussi très important. À travers ça, il y a également 12 000 km de navigation, 40 ascensions en montagne, autant probablement de descentes à ski, de la cascade de glace, un record mondial, puisque vous êtes le premier équipage à bord d'un voilier électrique à avoir emmené un bateau justement le plus au nord de la planète. Il y a une descente aussi à ski qui était mémorable dans le documentaire, hein. Moi qui ai roulé en Scandinavie, en Norvège, je reconnaissais bien ce paysage de fjord et cette végétation typique. Un film est sorti le 2 juin dernier, que je vous invite à regarder. Moi, je l'ai visionné avant qu'on échange justement, et les images sont juste folles. Mais ne serait-ce que dans ta présentation, moi j'ai 2 questions qui me viennent en tête. C'est à quel moment est-ce que vous êtes parti? Et à quel moment est-ce que vous vous êtes trouvé au Svalbard? C'était quelle période de l'année? Alors on était étudiants en année de césure, hein. C'est quelque chose qui est très fréquent quand on est étudiant aujourd'hui en école de commerce ou d'école d'ingénieur, de prendre un an pour soit découvrir le monde
travail, soit faire quelque chose d'un peu différent. Et nous, on a plutôt voulu pousser vers le différent. Donc, cette expédition, elle s'est passée en 2022. On est parti le 5 mars 2022. Et en fait, on a progressivement remonté la Norvège. Donc, d'abord traversé la mer du Nord, bien sûr, et remonté la Norvège. On a passé à peu près 2 mois en Norvège à faire du ski de randonnée. Et ensuite, on est allé au Svalbard autour du mois de juin. Et on est rentré au mois de juillet. Donc, le total, c'est 140 jours. C'est à peu près 5 mois d'expédition, avec l'aller-retour, départ de Lorient et arrivée à Lorient. Donc, en effet, très intense, hein. J'étais le seul à avoir déjà fait un petit peu du bateau avant. J'étais enseignant, moniteur de voile. Et un des gros challenges d'art, c'était justement d'arriver à former un peu sur le tard les trois autres comparses pour arriver à pouvoir prendre des quarts et se relayer sur la voie de manière un petit peu plus équilibrée. Mais c'est clair que le début et la traversée de la mer du Nord au mois de mars, ça, c'était un des vrais premiers challenges et des premiers Everest de cette expédition. Alors, c'est impressionnant, hein, parce que tu nous expliques que vous étiez au mois de mai-juin au Svalbard et dans les images, il y a encore une neige de dingue. Vous slalomez entre les icebergs. Quelle était la température? Parce que vous étiez quand même bien habillé dans la vidéo, hein. Enfin, on voit voilà, c'était pas non plus, il n'y avait pas non plus les gros bonnets, les écharpes, les gants, mais il y avait quand même la grosse doudoune. On était sur quel niveau de température? Alors, c'est un des éléments qui nous faisait peur. En effet, la question de la température, on s'est bien équipé. Et finalement, c'est pas tant la température qui nous posait problème, mais l'humidité. En fait, tout au long de l'expédition, on avait des températures autour de 0,5 degrés. Donc, c'était pas extrêmement chaud. Le plus froid qu'on ait eu, c'était peut-être moins 10 degrés. Mais par contre, dans le bateau, en fait, avec la cuisine et rien que la respiration, on est en permanence à Condensation. avoir de l'humidité et la condensation vient tout mouiller, les doudounes, et on se retrouve à avoir froid pour cette raison-là. D'autant plus qu'on essayait d'être le plus sobre possible sur notre chauffage qui était au diesel. Et par conséquent, on chauffait rarement à l'intérieur du bateau au-delà de 11, 12, 13 degrés, ce qui était très compliqué pour faire sécher ne serait-ce que les peaux de phoque quand on rentrait d'une petite sortie en montagne. Euh, pour le coup, un élément qui est intéressant sur la température, c'est que on était au mois de juin au Svalbard et 2 semaines avant qu'on parte, on a dû retarder un petit peu notre départ parce qu'il y avait encore des icebergs et de la glace au Svalbard qui nous empêchaient de passer. La banquise était là et on avait un bateau qui était en plastique qui nous permettait pas de casser cette banquise ou même d'avoir un contact avec elle. Et finalement, en fait, il y a eu une canicule pendant qu'on était au mois de juin au Svalbard, donc en 2022, qui a battu tous les records de l'époque. Il faut savoir que le Svalbard, c'est l'endroit au monde où le réchauffement climatique est le plus fort. Et on a dépassé les 20 degrés. Et dans les images du film, on voit notamment on est en t-shirt. C'est parce qu'on est pendant cette canicule-là. Et pour le coup, c'était assez choquant de voir que là, on était à 78 degrés nord, donc à 1200 km du pôle Nord. On pouvait avoir des températures où on était en t-shirt et en short. Et il y a un point commun que l'on a dans cette aventure, c'est que vous avez passé le cercle polaire en voilier. Moi, je l'ai passé en vélo. Et ça m'a fait vraiment bizarre, où je me suis dit, c'est quand même une ligne, tu vois, c'est quand même un point de passage important d'être au-dessus du cercle polaire. Et on le voit dans le documentaire. D'ailleurs, vous fêtez vraiment tous les quatre le fait d'être le bateau. On vous voit regarder sur vos montres et se dire, ah, ça y est, on a passé le degré, on est au-dessus, on a mené le bateau le plus haut. Ça fait quoi de se sentir comme ça sur l'eau, mais au-dessus du cercle polaire? Est-ce que la sensation était particulière, d'autant plus qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, dans la période de l'année dans laquelle vous étiez là-haut, c'était full jour. Il n'y avait pas de nuit en fait. Donc vous aviez, tu l'expliques très bien dans le documentaire, parfois été éveillé 20 heures de suite, puis ensuite vous dormiez 15 heures de suite sans savoir vraiment où est-ce que vous vous situez entre le jour et la nuit. Ouais, c'est clair que ces lignes imaginaires, l'équateur, le cercle polaire, et quand on est arrivé aux 80 degrés nord, c'est un peu toujours bizarre parce que tu es au milieu de l'océan et la seule chose qui vient te dire que tu fais quelque chose d'hors du commun, entre guillemets, c'est ton GPS, c'est ta montre. Et quand on a passé les 80 degrés nord, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'on était au nord de l'archipel du Svalbard et quand on est au nord, on est à 79 quelque chose. Et on s'est dit quand même, il y avait déjà un bateau électrique qui était arrivé jusqu'au Svalbard, jusqu'à la capitale qui s'appelle Longyearbyen et qui est à peu près à 78 degrés nord. Mais ce bateau électrique-là, il avait pas été autant au nord que nous. Et donc, on s'est dit, allez, quand même, on est aussi proche. Donc, on fait à peu près une demi-journée de navigation pour aller à ce point qui n'existe pas et qui est juste fictif. Mais c'était aussi un petit peu pour faire ce clin d'œil-là. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, voire même inutile, mais
Mais nous, c'était aussi une manière de se dire, bon, là, on est arrivé au top et on a coché aussi une case dans l'expédition. Et cette histoire de jour polaire, ouais, c'est assez impressionnant. Donc là, dès qu'on dépasse le cercle polaire arctique, bah, le jour le plus long de l'année fait plus de 24 heures. Et en fait, nous, on était tellement au-delà du cercle polaire que il y avait même plus de différence entre la luminosité qu'il y avait pendant la journée et pendant la nuit. Et ça ça trouble complètement l'organisme. Et on a vu nos cycles et nos rythmes qui se ralentissaient vraiment de manière importante. Et en plus de ça, on était vraiment dopé à l'adrénaline de faire du sport. Donc, ça arrivait de faire des très, très longues sorties et on était vraiment sur une autre planète. Et ça nous arrivait même quand on était dans une ville de se réveiller à 3 heures du matin et de se dire pourquoi les commerces ils sont pas ouverts, il fait grand jour, c'est pas normal. Donc c'est assez troublant cette posture-là. On a eu de la chance, on n'y était pas pendant la longue nuit parce que ça pour le coup c'est un autre challenge et c'est peut-être un peu moins rigolo aussi. Mais est-ce que à travers justement cette perturbation de ce cycle-là, est-ce que vous aviez eu un ressenti particulier au niveau de vos sensations? Est-ce que naturellement votre phase d'endormissement était la même ou est-ce qu'elle a vraiment, vraiment été perturbée au niveau, tu vois, de l'endormissement, du réveil, même de la sensation de faim? Est-ce que tous les repères étaient modifiés ou est-ce qu'il y avait quand même un rythme biologique que vous ressentiez? Je dirais que tous les repères sont modifiés, d'autant plus que nous, on n'avait pas la société autour de nous pour nous maintenir sur un rythme constant. Il y a deux rythmes qui sont très différents, qui sont le rythme du bateau et le rythme de la montagne, et on alternait vraiment entre les deux. Au rythme de la montagne, il faut que tout le monde soit debout et prêt à la même heure et fasse son effort physique en même temps, mange en même temps, alors que le rythme du bateau, c'est le contraire. Il faut que tout le monde soit de veille et de quart à des moments différents et il faut arriver à se reposer pendant que les autres sont en train de naviguer. Donc il y avait vraiment une synchronisation qui était pas facile sur cet aspect-là. Et en plus de ça, nous, on avait une contrainte qui on voulait aller faire du ski quand il faisait beau, quand on avait une bonne visibilité. Et donc en plus, on se synchronisait vraiment sur les périodes de soleil pour faire ça comme ça. Donc vraiment le rythme normal est complètement troublé et même 1 an ou 2 ans après, on a encore, entre guillemets, des séquelles. On arrive à dormir beaucoup plus longtemps que quand on est parti, quoi. Ah, Aujourd'hui, c'est je peux faire incroyable. une nuit de 15 heures si jamais je suis très fatigué, ça ne pose aucun problème. Comme quoi le corps a des ressources. Et j'avais une question également, avant de continuer dans le fil de l'épisode, mais est-ce que donc vous êtes remonté en bateau la mer de Norvège? Est-ce que vous êtes passé à proximité du Cap Nord pour voir ce rocher qui s'élève au-dessus de la mer, ou est-ce que ce n'était pas du tout sur votre route? Alors, on s'est rapproché du Cap Nord, qui est un endroit en effet assez mythique. Mais le Cap Nord, la fois où on avait prévu d'y aller, et c'était pas forcément un objectif parce que là-bas il y a pas énormément de ski. La steppe est plutôt assez plane, donc c'était plutôt pour se dire qu'on allait au Cap Nord. Et la fois où on avait prévu d'y aller, on a eu une tempête qui nous a fait modifier notre itinéraire et c'était quand même relativement éloigné de la ville où on allait pour se ravitailler, qui était Tromsø, donc au nord de la Norvège. Donc on n'y est pas retourné, mais on s'en est assez rapproché. Ouais, c'est vrai que c'est un endroit qui est magnifique. Et puis, on va continuer à descendre les différentes questions, interrogations que j'avais. Mais tu parlais de votre année de césure justement dans vos études. Quels sont les diplômes que vous avez obtenus? Dans quel cycle d'études est-ce que vous étiez ou est-ce que vous êtes encore? Alors, au moment de l'expédition, donc on avait 22 et 23 ans, on était entre la deuxième et la troisième année d'école d'ingénieur, donc ça correspond à bac plus 4 et bac plus 5. Euh, et suite à ça, bah, on a tous été diplômés. Maintenant, on travaille depuis un peu plus d'1 an tous. C'était vraiment quelque chose pour nous de faire ça pendant qu'on était étudiant, parce que on se rendait compte que le fait de pouvoir sortir comme ça 6 mois, d'avoir aucune pression de l'extérieur, bah, sans famille, sans logement, sans contrainte extérieure, c'était quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais l'occasion de refaire. Et bah, on était assez content de pouvoir avoir cette occasion-là et on voulait surtout pas la laisser partir. Par contre, c'est clair que ça n'a pas été facile de convaincre l'école. Forcément, un projet comme ça, bah, ça peut faire peur. Donc, on a passé plusieurs mois à les convaincre, à leur fournir des documents pour leur attester que on partait pas non plus de manière complètement non préparée.
Donc on a passé un certain nombre de diplômes, étant donné qu'on devait avoir une arme obligatoirement quand on était au Svalbard. On a dû passer le permis de chasse en France aussi pour pouvoir louer une arme. On a dû, pour les autres, beaucoup passer des formations pour apprendre à faire de la mécanique marine si jamais on avait un moteur qui ne marchait plus. On a appris à faire de la médecine en mer aussi, parce que, ou même sans beaucoup d'expérience, on savait se rattraper à certaines choses si jamais il y avait un problème qui se présentait. Alors ça, je voulais en parler de ces permis, effectivement, on y reviendra, mais est-ce que tu peux nous présenter tes 3 équipiers vraiment également, et surtout quelles étaient leurs compétences? Parce que j'imagine que vous avez constitué cette équipe avec, toi tu avais cette compétence de la voile, probablement que d'autres avaient quand même des compétences à mettre en avant. Quelles étaient les 3 autres personnes qui t'ont accompagné et quelles étaient leurs compétences dans cette aventure? Le premier avec qui ce projet est né, c'est Baptistin. On était président et trésorier du club montagne de notre école ensemble. Et, euh, et vraiment, Baptistin, c'est un gars à qui, quand tu es en montagne, tu sais que la technique, ça va marcher à tous les coups. Il est passionné par ça, il en fait depuis tout petit, il a grandi proche des Pyrénées, donc c'est vraiment quelqu'un où tu peux mettre sa confiance en lui à fond quand tu pars faire de la montagne. Par contre, le problème de Baptistin, c'est qu'on avait fait une semaine de bateau pour essayer de jauger si ça pourrait aller pour lui avant de partir. Et il avait été malade en mer pendant ce bateau-là, donc il était un peu parti à reculons dans l'expédition en se disant il y a probablement la moitié du temps où je risque d'être malade si je m'habitue pas. Au final, ça s'est très bien passé, heureusement, parce qu'on a été sacrément secoués pendant qu'on était en navigation. J'ai vu ça. Le deuxième, c'est Quentin. C'est avant de partir, c'était aussi un de mes colocs quand j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur. Et c'est quelqu'un qui est passionné de films, passionné de caméra, qui a fait plein de petits courts-métrages sur des sujets très différents toute sa vie. Et très vite, on s'est dit, c'est quelqu'un qui skie super bien. Il n'avait pas forcément d'expérience en mer non plus, mais on voulait rendre compte d'une manière ou d'une autre de ce qu'on allait faire pendant cette expédition. Donc, le fait d'avoir un passionné de vidéo, c'était forcément quelque chose qui nous parlait. Et en plus, il était super cool. Donc ça a bien marché. Et le dernier à avoir rejoint l'expédition, c'est Robin. Robin, donc avec qui on était aussi en coloc. C'est quelqu'un qui savait bien faire du snowboard, mais pareil, qui avait pas la connaissance ni de la mer ni de la montagne. Et pour le coup, là où il a été vraiment très fort, Robin, c'est que au niveau de toutes les relations qu'on a eues avec les écoles, qu'on a eues avec nos sponsors, euh, même pour avoir des permis et dénicher des bons plans quand on était au Svalbard ou en Norvège, il a su débloquer très souvent des situations. Et ça, on le dit pas assez souvent, mais c'était un vrai challenge de l'expédition que d'arriver à résoudre toute cette partie administrative. Robin, il a vraiment réussi à masterer tout ça. Parce que justement, pour aller sur le Svalbard, alors effectivement, il faut un port d'armes, on en parlera un peu plus tard sur le permis, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'apprendre à tirer comme ça avec une carabine. Mais tu peux pas aller au Svalbard comme ça, il faut demander des autorisations. J'imagine que ça prend un certain temps. Tout à fait. Alors, le Svalbard, c'est toute une zone protégée. Et heureusement, on comprend, c'est magnifique. Tu as une faune qui est juste fabuleuse avec des oiseaux de toutes les couleurs, des ours blancs, des morses, tout un tas de phoques. Et j'oublie plein de choses. Il y a même des cerfs arctiques qui sont magnifiques et qu'on voit de manière assez fréquente. Et donc, bien sûr, il faut protéger tout ça et ça faisait que il fallait obtenir des permis particuliers. Et ça nous a pris plus de 2 mois et on avait toujours cette incertitude pendant l'expédition où en parallèle de la navigation et de la montagne qu'on faisait, le soir, on rentrait et on se connectait pour essayer de pousser pour obtenir ces permis-là, qu'on a réussi à obtenir au final le jour où on est arrivé au Svalbard. Donc, ça s'est vraiment déroulé à 1 ou 2 jours près qu'on ait pu aller se balader autour du Svalbard. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a une dizaine de bateaux qui font ça, qui faisaient ça en même temps que nous. Et il y a même un petit port au Svalbard. C'est l'unique port du Svalbard, c'est à Longyearbyen. Donc c'est très éloigné, mais malgré tout, il y a la possibilité de naviguer. Et un truc qui était assez fou et qui nous a pas mal surpris, c'est qu'il y avait même des bateaux de croisière, des énormes bateaux où il y a des centaines de personnes dessus qui naviguaient dans les mêmes fjords que nous. Et c'était assez surprenant de voir cette différence des genres entre nous qui étions quand même Tu m'étonnes. assez roots dans la manière de naviguer
des gens qui débarquaient et qui avaient un verre de champagne qui leur était servi à la sortie du bateau. Donc, ouais, il y avait parfois des échanges qui étaient assez curieux, mais ça se passait super bien avec tout le monde. Une grande zone et au final, on est quand même assez tranquille. Est-ce que vous étiez en autonomie sur ce projet? Alors, on faisait des courses de nourriture parce que on mangeait énormément. On a mangé beaucoup plus que ce qu'on a prévu et donc toutes les 2 semaines, on se ravitaillait au supermarché dans un port. Par contre, sur des périodes de 2 semaines, on était en autonomie complète en eau et en nourriture. Intéressant. Et tu as parlé des études tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y avait Centrale Supélec qui était derrière. Aujourd'hui, donc tu es en poste. Est-ce que tu peux nous partager? Donc là, au moment où on se parle, tu es à Paris, mais ton lieu de résidence n'est pas en Europe. Est-ce que tu peux nous partager où est-ce que tu habites et quelle est aujourd'hui ton activité? Alors aujourd'hui, donc j'habite en Californie. Je travaille pour une entreprise que normalement vous connaissez bien qui s'appelle EDF. J'ai un peu continué dans la même trempe que le projet Kahuna parce que les études qu'on a fait sur Kahuna, c'était des études énergétiques pour savoir si le voilier électrique, ça pouvait être le futur du nautisme. Et aujourd'hui, je travaille dans les réseaux électriques et j'aide l'électrique français à prendre les bonnes idées qui peuvent apparaître aux États-Unis. C'est vraiment dans la continuité et on est plusieurs dans le projet à continuer à travailler dans l'énergie parce que c'était bien sûr notre passion et puis le fait de partir sur un voilier électrique c'était aussi quelque chose qui faisait sens pour nous vis-à-vis de notre école. Et puis pour être tout à fait honnête, c'était un bon moyen de convaincre l'école de nous laisser partir. Donc on a continué là-dedans pour la plupart d'entre nous. Ah, c'est vrai que ça permettait aussi de faire un test grandeur nature, hein, de ce que vous aviez en tête, de ce que vous imaginiez, de vous rendre compte de certaines choses éventuellement. Je précise juste pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, Centrale Supélec, en fait, est une école qui forme avec les ingénieurs justement pour le monde de demain. Hein. Je reprends une légère définition, mais sa formation d'ingénieur entrepreneur vise à préparer les élèves ingénieurs à relever les grands défis scientifiques, techniques, économiques, environnementaux et sociétaux du monde moderne. Et justement, ils vous ont accompagné. Le projet Kahuna faisait énormément sens, comme tu l'as dit, dans toute cette démarche et les études que vous avez menées. Et donc là, tu es à Paris. Ma question, c'est est-ce que tu es de nouveau de retour en France ou est-ce que tu vis vraiment en Californie et Paris est juste un passage? Ouais, tout à fait. Paris est juste un passage pour moi pour l'instant. J'ai mon contrat qui se termine en janvier prochain, donc je suis encore un petit peu en Californie. C'est clair que au moment où j'ai dû choisir où est-ce que j'allais habiter, il y avait une dimension qui était clairement à prendre en compte, c'était est-ce qu'il y avait de la mer et est-ce qu'il y avait de la montagne autour. La Californie, c'est grand, mais il y a quand même un accès aux deux qui est assez cool et j'ai pu au-dessus du lac Tahoe et dans la Sierra californienne faire du ski de rando et c'est même une ambiance qui m'a presque rappelé ce qu'on avait dans les fjords parce que le lac est tellement grand on voit à peine de l'autre côté. Donc la neige là-bas est très sympathique et on a eu 2 hivers super les 2 derniers hivers. Et puis la Californie est un état en termes de nature, d'environnement, d'outdoor extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas que Los Angeles en Californie. C'est un état qui est immense. Donc, je pense qu'on est beaucoup à t'envier de vivre là-bas. Moi, le premier. Donc j'espère que tu profites bien justement de ce plein air. Je reviens juste sur le voilier électrique. Si tu pouvais nous expliquer le fonctionnement. Comment est-ce que vous captiez l'énergie? Parce que de ce que j'ai vu, il y avait quand même un moteur qui était là, effectivement, au cas où. Mais comment est-ce que vous captiez l'énergie? C'est-à-dire qu'il y avait... J'ai vu le bateau, mais j'ai pas vraiment pu identifier si la plage de panneaux solaires était si importante que ça. J'ai pas l'impression qu'elle était si grande que ça. Donc comment est-ce que vous captiez l'énergie pour la restituer? Et pour faire justement, ne serait-ce que avoir de l'électricité dans le bateau pour recharger vos batteries, vos ordis, ou faire la cuisine probablement. Comment est-ce que ça fonctionnait? Comment est-ce que vous captiez l'énergie? Alors, le fonctionnement du bateau électrique, ça ressemble beaucoup à une voiture électrique dans le sens où on a, au lieu d'avoir un moteur thermique, 2 moteurs qui sont électriques, qui font 15 kilowatts, et on a une petite batterie qui fait 30 kilowattheures. Alors, pour ceux qui savent pas exactement à quoi ça correspond, c'est l'équivalent de la moitié de ce qu'il y a dans une Renault Zoé, par exemple. Donc, c'est pas des si grosses batteries que ça. Et en effet, on avait une autonomie qui était pas super. On pouvait naviguer à peu près pendant 4 heures au moteur. Donc, pendant les périodes où il n'y avait pas de vent, c'était assez minime. Pour remplir ces batteries, on avait plusieurs moyens. On avait un petit peu d'électricité solaire, mais en effet, tu l'as dit, on n'avait pas beaucoup de panneaux solaires.
et ça nous permettait absolument pas de compenser pour la consommation des batteries. Ça compensait en fait tout juste pour la consommation des auxiliaires à bord, les lumières et la recharge des, euh, des ordinateurs et des caméras. Euh, Ensuite, on avait un deuxième moyen de se recharger qui était en arrivant tout simplement à quai, on pouvait se brancher et charger comme une voiture électrique. Et ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir plus de 50% de notre énergie sur la durée de l'expédition, parce que c'est super, en Norvège, on a une électricité qui vient principalement de l'énergie hydraulique, et donc qui est décarbonée, pas chère et accessible en plein d'endroits. Donc ça, c'était top. Par contre, quand on est arrivé au Svalbard, il faut savoir que le où on vient se mettre est juste à côté de la centrale charbon qui alimente l'île. Et nous, on avait un groupe électrogène qui fonctionnait au diesel à bord du bateau. Et quand on a vu ça, on s'est dit, franchement, quel est l'intérêt de se recharger dans cette électricité qui provient d'une source qui est vraiment, enfin, complètement fossile et qui émet énormément de CO2. En fait, on avait plutôt plus intérêt à charger nos batteries avec notre groupe électrogène qu'on avait à bord avec du diesel. Mais c'était la solution très mauvaise ou la solution mauvaise, bah, on a choisi la solution mauvaise. Et donc le groupe électrogène, en effet, il permettait de nous alimenter quand il y avait des périodes prolongées sans vent ou même en cas de problème. Il faut savoir que sur un bateau, si on perd l'énergie, on ne sait plus où on est, on n'a plus de pilote automatique. Ça peut être des situations qui sont vraiment dangereuses. Et donc c'est important quand on part faire de la grande croisière d'avoir quand même une source fossile de secours, même si on a, sauf au Svalbard, bien sûr, essayer de s'en servir le moins possible. Euh, Oui, parce que ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que là-haut, il n'y a personne en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter sur des secours. On ne va pas venir te secourir, on ne va pas venir te chercher comme ça en 1 heure ou en 2 heures. Tu ne peux compter que sur toi-même. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, une certaine confiance en soi, une certaine confiance en son matériel, et être capable, mais ça vous êtes formé, à pouvoir subvenir à un minimum de situations d'urgence. ouais, tout à fait. Et c'est un des premiers trucs qu'on te fait signer quand tu arrives au Svalbard. Il y a un papier qui dit si jamais on doit venir te secourir, sache que pour rentrer dans l'hélicoptère, qui sont des hélicoptères de l'armée norvégienne, la première chose qu'on te demandera, c'est de faire un chèque et ça va coûter très. Et on a eu des récits de bateaux qui avaient dû appeler les secours et se faire remorquer. Et en effet, ça avait abouti à des situations assez cocasses. Donc, c'est clair que autant en Norvège, on a une proximité avec les secours et la civilisation qui est plus importante, autant au Svalbard, on peut compter que sur soi-même, que ce soit pour le bricolage ou pour l'approvisionnement et la sécurité. Et avec ce bateau électrique, dans cet environnement-là, à quel défi technologique est-ce que vous avez été confronté? Est-ce que vous avez, de par vos formations, testé des choses, innové technologiquement quelque chose pour l'intégrer justement au voilier et puis le tester de manière dans les conditions réelles? Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses? Quel a été vraiment le plus gros défi? Et qu'est-ce que vous avez, enfin pas appris parce que j'imagine que vous saviez déjà beaucoup de choses avant, mais est-ce que c'est venu valider quelque chose? Ouais, tout à fait. Donc, imaginez, il faut se dire que les voiliers électriques, on est à peu près à l'état où on était pour les voitures électriques il y a 10 ans. Donc, c'est encore à l'état presque de prototype. Et notre bateau, c'était le cas. C'était le premier bateau qui venait de ce chantier naval qui était électrique. Donc, forcément, on a été heurté à plein de problèmes de fiabilité, problèmes de jeunesse. On a passé quasiment les 3 premiers mois à devoir bricoler tous les jours, que ce soit sur la partie de la propulsion électrique ou sur d'autres éléments qui étaient des petits problèmes de jeunesse qui arrivent sur tous les bateaux. Et du coup, ouais, c'est clair que d'être ingénieur et d'arriver à résoudre le truc par soi-même, c'est assez satisfaisant, mais ça a demandé clairement des compétences et d'y passer du temps. C'est pas aussi simple qu'un moteur diesel dont on tourne la clé, même si parfois les moteurs diesel, ils subissent l'environnement marin aussi. Mais nous, on avait cette partie diesel pour le groupe électrogène de secours et on avait aussi toute une partie électrique qui nous a posé énormément de challenges aussi. Et alors, tu as dit tout à l'heure que le bateau est en plastique. Alors, ça veut dire que, moi j'ai vu le voilier, c'est vrai qu'à prime abord, quand tu regardes comme ça la vidéo, ça ne se voit pas, mais ça veut dire que c'est une ossature métallique sur laquelle est tendue une toile, une bâche plastique. Donc, comment est-ce que ça fonctionne?
Non, 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 il y a absolument aucun métal là-dedans, à part pour vraiment la structure entre la quille et le mât. Donc c'est la coque qui est moulée en fait, c'est ça? C'est la coque qui est moulée dans un plastique? C'est un espèce de grand moule en plastique. On appelle ça c'est du sandwich, donc avec deux épaisseurs de plastique et une épaisseur d'isolant entre les deux. Là où on avait de la chance, c'était plutôt un plastique très costaud qu'on a eu. On a eu l'occasion de taper des petits, ce qu'on appelle des growlers, donc des petits icebergs qui font moins de 50 centimètres de diamètre, on va dire. Et ça fait un grand boom, mais ça laisse pas de traces. Donc c'est plutôt assez rassurant. Par contre, notre objectif à la base, c'était d'aller au Groenland. Et au Groenland, on a un espèce de pack de glace qui est une espèce de, comment dire, de mer entière qui est recouverte de plein de bouts de glace. Et le principal problème, si on a un bateau en plastique là-dedans, c'est que ça vient faire de l'abrasion et progressivement grignoter la coque. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on pouvait pas prendre le risque. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller au Svalbard. Le Svalbard, c'est l'endroit le plus au nord du monde où on peut aller avec un bateau qui n'est pas un brise-glace, parce qu'il y a le Gulf Stream qui remonte toute l'Europe et qui vient Exactement. envoyer voilà, de l'eau chaude très au nord du monde. Et donc, c'est là où on peut se rapprocher le plus du pôle Nord. Ouais, je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais potentiellement dans les années futures avec le réchauffement, c'est un endroit du monde qui restera ouvert. En tout cas, on pourra passer tout au long de l'année, alors que dans les années passées, justement, bah, l'hiver, c'était juste tout était banquise. Mais c'est vrai que ça doit être impressionnant de se retrouver dans ces parties, dans ces parties du monde où l'être humain ne peut pas vivre normalement de par les températures extrêmes qu'il fait là-haut. Et justement, on parle de l'être humain, de vivre dans des températures extrêmes. Parle-nous un petit peu de cette exploration, de ces exploits que vous avez réalisés. Parce que là, on a parlé surtout du défi technologique, de la navigation avec ce bateau, mais il y a eu la vie à bord à 4 pendant 5 mois. Comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, il y a eu aussi tout ce que vous avez réalisé, parce qu'il y avait vraiment, comme tu l'as dit, vous avez escaladé des sommets, vous avez fait de l'escalade de glace, vous avez fait des descentes à ski. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des descentes à ski, parce que je les ai visionnées, ça ressemble plus à de la pente raide que des descentes à ski. Enfin, c'était quand même assez engagé, au point que parfois vous aviez des talkies à distance pour justement vous sécuriser, vous dire bah, vas-y à toi, ensuite j'irai, prends tel couloir. Donc, comment se sont passées ces explorations et ces exploits? Bah, c'est clair déjà pour répondre à la première question que fonctionner à quatre comme ça dans un endroit super clos, même si on avait l'habitude de vivre en coloc avant ça, bah là c'est quand même le next level, on va dire. Euh, Vous êtes toujours amis depuis ou pas? ouais, ouais, ça se passe toujours bien, ouais. Enfin, dans la manière dont on a un peu créé cette équipe-là et réfléchi à l'équipe, on a fait vachement attention à se dire, on n'a pas envie d'avoir un spécialiste de la science, un spécialiste de l'alpinisme, un spécialiste du bateau, où chacun vient, on va dire, tirer l'expédition vers lui. On a voulu faire attention à ce que bah, tout le monde fasse un petit peu de tout. Et l'important pour nous, quand on a formé l'équipe, c'était plutôt de se poser la question, bon, est-ce que ça va bien se passer entre nous et est-ce qu'on va rester copains et arriver à communiquer ensemble? Parce que il y a plein d'expéditions comme ça où on part pendant 5 mois sur un bateau et au bout d'un moment, au milieu, ça vient à exploser et c'est la fin. Et nous, par chance, on n'a pas eu ce problème-là. Et c'est aussi parce que ben, on partait en étant déjà un groupe de copains et on va dire la partie expédition, c'était quelque chose en plus. Et sur bah ouais, la coordination et le fonctionnement en équipe, que ce soit en mer ou en montagne, on avait tous des rôles un petit peu attribués. Moi, par exemple, je sais que j'étais souvent peut-être le premier à descendre quand on était sur des pentes vraiment très raides pour venir tester la qualité de la neige, faire un repérage et si on n'était pas monté par là, communiquer les conditions aux autres par talkie-walkie. Euh, dans le film, on voit que les jours où il fait grand beau temps, les jours où on descend les pentes super vite. La réalité, elle est un peu différente de ça et ça vous surprendra pas. C'est que, bah, au final, il y a plein de fois où on bute, c'est-à-dire qu'on dit, bah, là, ce sommet-là, aujourd'hui, les conditions sont pas bonnes, il y a un trop gros risque d'avalanche ou la météo est menaçante, donc bah, on s'arrête et on n'en parle pas forcément. Et il y a aussi plein d'autres fois où bah, le ski il est pas si beau que ça bon bah dans un film de 45 minutes qui résume 5 mois forcément on a une bonne base dans laquelle piocher
Mais jour après jour, on peut pas se permettre de prendre énormément de risques tous les jours et de faire une pente raide par jour pendant 140 jours, c'est juste pas fiable. Et même si le risque il est pas énorme, quand on le multiplie par le nombre de sorties qu'on fait, on est sûr qu'il y a un moment où ça va mal se passer. On a eu de la chance, il y a personne qui s'est blessé pendant l'expédition. On a eu une belle étoile qui nous a suivis et on a fait attention à ce que ce soit maintenu comme ça. Mais il y a quand même eu quelques frayeurs qui nous ont plusieurs fois rappelé à la réalité. Alors c'est vrai que vous avez fait 40 sommets, dont vous avez fait une première descente à ski. Alors je ne sais pas si c'est une première, parce que ça, ce n'était jamais fait, mais tu vas nous le dire, mais il y a une descente à ski que vous avez fait, c'est la face nord alors je vais te laisser prononcer le nom, parce que du Store Lenanstinden. Je ne sais pas si je prononce correctement, probablement pas d'ailleurs. Donc en fait, c'est un des 4 plus hauts sommets en Norvège. Si je me suis bien renseigné, qui est à 1650 mètres d'altitude, je crois. Et la particularité, c'est qu'il est traversé par des glaciers, donc ça demande une certaine technique d'escalade de glace. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que les images sont bien évidemment, et vous l'imaginez, si vous nous écoutez, je vous invite à aller regarder ce film qui est disponible sur YouTube, et vous allez ne serait-ce que sur la page Instagram du projet Kauna, et ça vous emmène directement voir cette vidéo. Comment est-ce que s'est passée cette ascension et cette descente? Alors, c'est clair que notre histoire avec le Store Lenangstinden, c'est une histoire qui est assez folle. On avait déjà essayé d'aller faire le Store Lenangstinden parce que donc un peu plus tôt dans l'expédition, c'était un de nos objectifs et il faut savoir que une des expéditions qui nous a inspiré à partir, c'est deux gars qui étaient un peu comme nous, étudiants en école d'ingénieur et qui sont partis en bateau en Norvège sur un petit catamaran de plage. Ils s'appelaient Nuorek et ils ont fait un film qui est aussi disponible sur YouTube. Et leur objectif final, c'était le Store Lenangstinden on avait envie de leur faire ce petit hommage. C'est un des plus hauts sommets des Alpes de Lyngen, qui est un endroit qui est parcouru par des milliers de skieurs aussi chaque année. Et la manière dont ça se passe, c'est assez fou parce que il y a la fête nationale norvégienne et notre fenêtre de beau temps, elle est juste après cette fête nationale. Donc, je vous fais pas le détail, la fête nationale, on en profite pas mal en étant à Tromsø. Et direct, en se réveillant le lendemain matin, on est encore en train d'essayer de se réveiller, peut-être un petit peu en gueule de bois aussi. Et on part faire 10 heures de navigation pour aller au pied du glacier. Et on vient jeter l'ancre. Donc bien sûr, on se repose. On n'est pas allé faire de la montagne en étant encore sous de la veille, mais on était quand même assez fatigué. Et dès qu'on pose l'ancre, donc ça faisait déjà 10 heures qu'on navigue, on enquille sur la remontée du glacier. Il faisait jour permanent, donc on était boosté par cette lumière constante. La remontée du glacier se passe bien. Alors, c'est un sommet qui est à 1600 mètres, donc le calcul de dénivelé, il est simple. On part du niveau de la mer, donc ça fait 1600 mètres de dénivelé. La fin est un peu technique sur les 400-500 derniers mètres. Il y a un couloir qui est assez couru, qui a déjà souvent été skié, pour lequel il existe des topos, et c'est par là qu'on est monté. Sauf que dans ce couloir de montée, on est obligé de laisser énormément d'espace entre nous parce que on sent que il y a un risque d'avalanche et on n'a pas envie d'être trop proches les uns des autres pour éviter de prendre le risque de déclencher. Mais on veut quand même faire le sommet parce que même sans la partie ski, c'est un sommet d'alpinisme majeur. On arrive au sommet, il est à peu près 6 heures du matin, ça fait 20 heures qu'on est réveillé. Et là, on se dit, bah, de toute façon, le couloir qu'on a monté, il va pas être au soleil avant quelques heures, donc on peut prendre notre temps. Et pendant qu'on prend notre temps, on envoie le drone et on fait un peu un repérage à 360 du sommet. Et on se rend compte que sur l'une des faces, il y a peut-être une autre voie de descente sur la face nord qui pourrait nous amener au bateau au final en moyennant une montée dans une vallée. Donc on se dit, ah ouais, ça peut le faire. Et puis avec cette photo de la face prise avec notre drone, on arrive à repérer un passage qu'on n'avait pas pu repérer. Normalement, on grimpe par là où on va descendre, mais là, c'était un peu l'exception. Et donc, on descend là-dedans et honnêtement, c'était clairement un truc vraiment magnifique, vraiment beau, mais c'était aussi, moi, le ski le plus raide que j'ai jamais fait de ma vie. Oui, Donc je veux bien ça le croire. demandait... Je veux bien le croire. Les images, elles sont impressionnantes. Ce qui m'a impressionné également, c'était, et ma question, c'était comment est-ce que vous réussissiez à garder votre concentration tellement le panorama en dessous de vous était fabuleux. Parce que je sais de situer, de projeter pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, mais il faut vous imaginer descendre un couloir assez étroit, de pente raide, où il faut une concentration extrême, mais en bas, devant vous, un panorama d'un fjord, avec une couleur plutôt foncée, un peu bleuâtre sur les côtés, et des sommets enneigés autour. Enfin, la vue devait être magnifique. Comment garder sa concentration ?
T'as peut-être un instinct de survie en même temps. Vu la pente raide, c'est possible. Ouais, clairement, dans le couloir, quand on commence à skier, le focus, il est au maximum et ça, c'est pas trop un souci. On arrive bien à garder la concentration, mais par contre, dès qu'on s'arrête, c'est vrai qu'on est toujours subjugué par la beauté de ce qui nous entoure. Donc clairement, quand on skie, c'est pas trop un problème, le fait que ce soit beau. Et puis, bah, ça donne des images qui sont magnifiques dans le film. Euh, donc c'est plutôt tout bénef. Mais ouais, pour revenir du coup au Storley Langstindon, la descente qu'on fait pour aller vers l'autre glacier, c'est vraiment raide, mais on se dit bah de toute façon c'est un endroit qui est presque autant skié que les Alpes en France. Donc on descend sur ce glacier et puis on se retrouve bon quand même à des endroits un petit peu merdiques où on doit tirer des rappels pour s'extraire de la langue glaciaire. Et on arrive en bas de ça et on se dit qui c'est qui a bien pu être assez bête pour venir essayer de faire cette descente-là, parce que c'était quand même super technique. On a eu des planètes qui se sont alignées au niveau des conditions, hein. Les conditions qu'on avait eues il y a peut-être 2, 3 jours dans l'année où elles sont comme ça, et c'est tout. Et en fait, bah, déjà, on a eu une longue marche pour revenir au bateau, où ça faisait peut-être quasiment une trentaine d'heures qu'on était debout, donc on commençait à être assez fatigué. Et là, on se dit, mais qui c'est qui a bien pu avoir l'idée d'aller faire ça? Et on a cherché en ligne, on a demandé aux locaux et ils nous ont dit, non, ça fait longtemps que ils pensaient pouvoir la faire, ils attendaient un bon créneau météo et on a réussi à faire cette première un petit peu par hasard, parce que à la base, on cherchait à ne pas descendre par le couloir qui était, à notre sens, un peu trop avalancheux. Donc c'est une histoire assez folle où on a fait une première devant des skieurs mondialement connus, sans trop le vouloir, on va dire. Ouais, c'est impressionnant, hein. Moi, j'ai été, enfin voilà, ça m'a totalement projeté dans les paysages que j'avais connus, mais en plein hiver. Et moi, c'est le niveau de la concentration m'a frappé. Comment garder, mais en même temps, c'est probablement un petit peu ce que font aussi les skieurs de pente raide, où il faut garder cette concentration parce que la pente est vraiment à son maximum. Il y a quand même un danger. Quand même un danger qui est très très important, hein. On engage sa vie. Mais pour la petite anecdote, tu as très bien prononcé le sommet, hein. Je me lancerai pas dans une deuxième prononciation tellement tu l'as bien fait. Donc on voit que tu as l'habitude. Et je voulais continuer sur l'aspect sécurité. Là, on a parlé de la sécurité dans la pente raide, mais moi, ma question, c'est vous avez dû passer le permis de chasse, en tout cas l'un d'entre vous devait avoir le permis de chasse pour rentrer au Svalbard, hein, voilà. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditrices et auditeurs pourquoi il faut le permis de chasse pour rentrer au Svalbard et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous en servir? Alors, on était trois dans l'équipe à avoir passé le permis de chasse. Avoir une arme au Svalbard, c'est obligatoire et en fait, ça s'appelle Polar Bear Protection, donc la protection contre les ours polaires. On a une carabine de gros calibre hein, qui est à utiliser bien sûr seulement en ultime recours pour de la défense. C'est même d'ailleurs un gros problème si jamais on vient à devoir se défendre contre un ours. On sait qu'il y a des grosses amendes et bah, ça reste une espèce protégée et heureusement on n'a pas du tout envie de s'en servir, mais ça reste obligatoire pour pouvoir bah, se balader sans avoir un guide au Svalbard. Donc, on s'est entraîné un peu en France. C'était quelque chose pour lequel on était complètement novice. Donc, bah, on a découvert tout ça. On a dû apprendre toutes les espèces d'oiseaux qui sont chassés en France, de canards. Donc, ça, c'était assez rigolo. C'était un petit peu décalé par rapport à l'expédition qu'on allait faire quand on allait bah, dans le Massif central passer notre permis de chasse. Et en plus de la carabine qu'on a, qui est super lourde, parce que pour l'anecdote historique, c'est une carabine c'est des Mauser qui ont été laissés par les nazis lorsqu'ils ont envahi le Svalbard et qui se sont retirés en 1944. Et c'est toujours ces modèles-là qui viennent louer aux touristes et qui marchent toujours super bien. Et en plus de ça, on a également des flare guns, donc ça ressemble un petit peu à des fusées de détresse. C'est des éléments qui sont juste destinés à faire un bruit de pétard pour essayer d'effrayer l'ours si jamais il viendrait nous attaquer en premier lieu. Mais ce qui est certain, c'est que à chaque fois au Svalbard, avant de débarquer, on vient scruter la côte pour vérifier qu'il n'y a pas un ours qui est en train de se balader. Au final, bah, on a eu de la chance de pas en croiser pendant qu'on était sur Terre. On en a croisé pendant qu'on était sur le bateau, qui était magnifique parce que on avait un sentiment de sécurité toute relative, parce qu'il faut quand même savoir que l'ours, c'est officiellement un mammifère marin, et donc c'est des nageurs exceptionnels, donc on n'a pas envie de prendre le risque quand on est à côté d'eux de se retrouver dans une petite annexe. Donc on était sur notre gros bateau, ce qui quand même était assez rassurant. Et c'est clair que ben, tout de suite, quand on doit s'équiper d'une arme et skier avec une carabine qui pèse peut-être 7 ou 8 kilos,
Ça met dans l'ambiance et on sait qu'on n'est pas là pour rigoler et que si jamais il y a un problème, c'est sur nous qu'il faut compter. Ouais, on engage sa vie en fait, hein. Quand on va dans ces zones du monde, ces endroits de la planète, ben, on engage sa vie. Ça, c'est une évidence. Et puis, moi, il y a aussi quelque chose quand j'ai vu le documentaire. C'était assez drôle parce qu'à un moment donné, on vous interviewe tous les quatre, donc vous racontez l'aventure et tu expliques qu'effectivement, bah, tu vois, tu avais les compétences de la navigation et que la navigation, bah, dans ces eaux-là, même s'il fallait une certaine concentration, ça se passait bien. Et puis un de tes collègues te reprend en disant, ouais, alors, il y a des fois, c'était quand même engagé. Et là, on voit les images et tu m'étonnes que c'était engagé. Vous avez affronté une tempête pendant 2-3 jours, je crois, avec des vents à 50 nœuds. Et franchement, alors déjà que la voile m'impressionne énormément parce que je développe probablement une peur de me retrouver sur un bateau où à 360, je ne vois que de l'eau. Mais là, c'était une tempête de dingue. Ouais, alors pour la petite histoire, cette tempête, c'était en 2022, la tempête qui a causé l'annulation du Vendée Arctique, qui était une course de voiliers qui était partie vers le nord, faire le tour de l'Islande, je crois, et qui avait été annulée à cause de cette tempête-là. Et ensuite, nous, on Et se vous, l'était vous prise étiez au milieu. quelques jours ou semaines après. Et nous, on était au milieu, ouais, c'est ça, exactement. Mais on n'a pas peur, même si on a un petit peu le pied marin, enfin, même si on a un petit peu le pied marin, Yvan, est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, de la frousse, quoi, face à ces éléments? Parce que là, tu es face à la nature, tu peux rien faire, tu ne peux que subir. Je sais même pas si dans ces mers-là, tu peux vraiment naviguer ou si tu te replies sur toi-même et tu pries ou tu penses à tes proches. Mais comment on traverse une tempête comme ça quand on est à 4 sur un petit voilier? Parce qu'on parle pas d'un grand voilier non plus, quoi. Tu vois? C'est clair que moi, je fais de la voile depuis que je suis tout petit et j'avais clairement vu aucune condition qui se rapprochait de près ou de loin à ce qu'on a vécu pendant ces 3 jours. Il y avait entre 50 et 60 nœuds de vent, donc c'est presque 100 km/h de vent en permanence. Quand on est en navigation, on a de la chance d'être un peu dans des eaux intérieures, donc il n'y a pas trop de mer. Mais malgré tout, en fait, c'est impossible de dormir. On est accroché en permanence parce qu'on peut passer à l'eau à n'importe quel moment. Le bateau souffre, hein, on l'entend, on a des bouts qui cassent, on est obligé de faire des réparations en live, parfois de manière un petit peu compliquée. Et en fait, la manière dont on a anticipé cette tempête, c'est qu'on l'a vu arriver sur nos fichiers météo. On était connectés en satellite et on nous a prévenu il y avait cette tempête qui arrivait. Et sur la route où on était en train d'aller se mettre à l'abri au port, la tempête nous a pris pendant qu'on était encore en navigation. Donc, on a eu 12 heures complètement folles. Et quand on est arrivé au niveau du port, en fait, il y avait même trop de vent pour qu'on puisse rentrer dedans. Donc, on a dû même donc au mouillage, c'est-à-dire à l'ancre, et même notre ancre, bah, elle n'arrivait pas à tenir. Et donc, là où on pensait qu'on était sorti d'affaire et que ça allait être tranquille, ça ne suffisait même pas et on devait bah, presque toutes les demi-heures remonter l'ancre complètement, réavancer avec le moteur et remettre l'ancre. Et là, dans un cas comme ça, on est content d'être déjà un petit peu rodé et d'avoir le pied marin. Pour l'anecdote, je vous ai parlé des bateaux de touristes, des gros paquebots qui étaient avec nous aux Svalbard. Ils sont aussi venus se réfugier à côté du port au mouillage pendant qu'on était dans cette tempête-là. Et c'était assez impressionnant parce qu'on les entendait à la radio qui disaient enlevez-vous de mon chemin, j'ai perdu le contrôle de mon bateau, il y a trop de vent. Et c'était assez terrorisant de voir que bah, tout le monde était super crevé, même quand on était au port, tout le monde n'avait pas forcément l'énergie de résoudre ça. Donc on avait clairement une situation à risque et on pouvait pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y avait un process de sécurité ou de secours qui avait été mis en place? Alors j'imagine que, comme tu l'as dit, il y a des hélicoptères qui peuvent décoller à tout instant, mais tout en garantissant le paiement à l'avance. Mais est-ce que auprès de vos familles, notamment, vous étiez équipé d'un GPS sur le bateau? Est-ce qu'il y avait un process de secours? Est-ce que vous les contactiez régulièrement? Comment ça se passait, la relation avec les proches, surtout dans des moments où tu sais que pour les personnes qui étaient en France, notamment, enfin vos familles, vous passiez un sale quart d'heure. Comment ça se passait, ça, la relation? Alors c'est une bonne question et souvent quand on a des gens à qui on présente le film pendant des festivals ou en salle de cinéma qui ont un peu l'âge de nos parents, ils se posent tous la question de dire comment est-ce que j'aurais réagi si ça avait été mon fils ou ma fille. Et moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont très vite emmené faire du bateau et de la montagne et ils comprenaient la situation dans laquelle on était et ils étaient plutôt à aider et à chercher à nous proposer des solutions et très constructifs.
donc c'était une vraie aide. C'est vrai que notamment les autres parents qui connaissaient peut-être moins le milieu de la mer, on va dire que on leur racontait, mais a posteriori quand le problème était passé pour pas les Pas les surinquiéter. inquiéter. Et puis Ah en oui. plus de ça, on écrivait une newsletter qui est d'ailleurs disponible sur notre site internet euh, sur la manière dont ça se passait. Donc il y avait quand même ce lien qui était fait, mais c'est vrai que une fois qu'on raconte ce qui s'est passé et que ça s'est bien déroulé, c'est aussi une manière de mettre en confiance nos proches en disant bon bah ils ont eu des problèmes, ils cherchent pas à nous le cacher et on les partage de manière ouverte même quand on n'a pas forcément été top dans la manière dont on l'a résolu. Mais malgré tout, ils ont réussi à s'en sortir, donc ça veut dire que je peux faire confiance. Et c'est clair que ça nous a fait aussi pas mal grandir hein, cette expédition. Quand on Très revient, probablement. on regarde tout le chemin qu'on a parcouru et on se dit waouh, quoi. Ah, c'est clair, je peux totalement le comprendre. Et puis il y avait aussi dans cette recherche, une recherche justement de mesures d'impact environnemental, de recherche scientifique. Quels ont été les résultats préliminaires ou les conclusions que vous avez pu tirer justement de cette aventure? Alors la problématique à laquelle on a cherché à répondre, c'est est-ce que le bateau électrique c'est bien, le voilier électrique c'est bien, et c'est sur trois plans qu'on a regardé ça. Le premier plan c'est l'aspect environnemental, savoir combien de temps il faut naviguer avec ce voilier électrique pour équilibrer les émissions carbone qui sont faites par la création des batteries. Le deuxième point c'est l'aspect économique, combien de diesel il faut économiser pour éviter, le deuxième point, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire combien de diesel il faut éviter d'acheter pour essayer d'équilibrer le prix du prototype. Et le troisième, c'est est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est performant, est-ce que c'est silencieux. Et donc la conclusion, c'est que avoir un voilier électrique à propulsion électrique ou hybride dans notre cas, c'est intéressant seulement si on vient se servir beaucoup de son voilier pour pouvoir équilibrer l'impact qui a été fait à la fabrication des batteries. Et donc ce beaucoup, c'est à minima 2 à 3 mois par an pour être à l'équilibre carbone au bout d'une dizaine d'années. Donc ça veut dire que quand on sait que la plupart des voiliers qui sont en France, ils sont utilisés probablement seulement 2 semaines par an, que pour la plupart d'entre eux, en fait, un moteur diesel, c'est pas forcément la solution moins écologique. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages. Ouais. Sur un voilier, l'objectif principal, bien sûr, c'est d'utiliser la voile pour avancer, mais on vient quand même utiliser le moteur, soit quand il n'y a pas de vent, soit quand on doit manœuvrer dans les ports. Et c'est aussi un point qui était intéressant, c'est que on avait la chance d'avoir un bateau en plastique qui était relativement léger, alors que les bateaux en acier qui naviguent dans ces zones-là, ils sont beaucoup plus lourds et il leur faut plus de vent avant de pouvoir naviguer à la voile. Et c'est aussi un des éléments qui nous a permis de consommer moins de diesel, c'est que on naviguait à la voile forcément beaucoup plus souvent et même on se forçait un petit peu, même quand c'était pas très agréable ou pour des petites durées, à hisser les voiles et à y aller quand même en essayant de consommer le moins possible, ce qui n'est pas forcément possible avec tous les types de bateaux. Et Donc je surtout, dirais, si jamais on veut avoir un bateau qui est écologique, il faut en premier lieu avoir un bateau qui navigue bien à la voile. très intéressant ton retour sur ce sujet. Et puis il y a une question moi qui m'interpelle, c'est l'expérience personnelle. Parce que quand on vit comme ça 5 mois à 4 dans un bateau et qu'on va on va dans des endroits de la planète au-dessus du cercle polaire, du Svalbard. Enfin, ça représente beaucoup de choses pour les gens qui suivent l'outdoor, qui aiment les expéditions, qui aiment l'aventure. Comment est-ce qu'on revient? Comment le jour d'après, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu en as tiré de cette aventure? C'est assez intéressant la manière dont on est revenu parce que la plupart des expéditions, on est quelque part dans le monde et on prend son avion, on arrive à l'aéroport et là, on a un peu cette avalanche et on est frappé par le retour à la civilisation si brutale, c'est presque une téléportation. Alors que nous, de notre côté, on est parti du Svalbard à la fin du mois de juin et on est arrivé en France à la fin du mois de juillet. Ça nous a presque pris un mois pour rentrer, où on est allé super vite. On a traversé l'Écosse, on est passé sur le Loch Ness, donc avec les magnifiques châteaux, et on a eu un retour à la civilisation qui était en fait assez progressif. Et on savait que la majorité de l'expérience et de l'expédition était derrière nous, mais on était quand même toujours à être concentré, à faire des quarts et à naviguer. Et en fait, on était assez heureux et content de rentrer et d'avoir clôturé cette expédition-là. Et de manière assez surprenante, c'est plus facile de s'habituer au confort d'avoir un lit qui bouge pas et des habits qui sont quand on les met le matin, plutôt que dans l'autre sens. Et c'est vrai que
et quelques mois après l'expédition, on était en fait content d'avoir fait ça et on était d'une certaine manière encore un petit peu là-bas, mais heureux d'être de nouveau avec nos familles, avec nos amis et même de reprendre les cours en amphi. Par contre, c'est clair que l'hiver suivant, quand on a commencé à voir la neige tomber et que nous on devait travailler en amphi, ça a fait tout drôle. Et là, il y a peut-être eu un choc qui est venu peut-être 6 mois ou un an après. Et c'est aussi pour ça que on a plusieurs été dans l'idée de relancer une expédition parce que Ça, c'est le deuxième effet qui se coule, c'était quelque effectivement. chose qui nous manquait. Effectivement, après cette première aventure, Yvan, effectivement, il y a eu une suite, c'est-à-dire que l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu ce que j'ai dit juste avant, le deuxième effet qui se coule, c'est que peut-être, et c'est souvent comme ça qu'on comble en fait le trou, en fait, le creux de la vague émotionnelle, de se dire, en fait, j'ai plus rien. On regarde dehors, on se dit, mais je serais peut-être mieux dans une nouvelle aventure. On relance une aventure, et vous allez relancer une deuxième aventure qui va être totalement, je dirais, différente. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure qui va durer non pas 5 mois, mais 40 jours, mais cette fois-ci en totale autonomie, tant alimentaire que logistique, et dans un endroit du monde qui est tout aussi magnifique? Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure en Patagonie? Ouais, tout à fait. Alors, moi, je suis pas parti sur la deuxième expédition. J'avais des contraintes pro qui m'empêchaient de partir. C'est aussi ça, la vie d'ingénieur quand on rentre dans le monde du travail. Mais par contre, Robin et Baptistin, ils sont partis en Patagonie sur ce qu'on appelle le Yellow Continental, qui est la plus grande calotte glaciaire non polaire du monde. Et en fait, c'est un champ de glace énorme qui s'étend sur plus de 100 kilomètres. Et leur but, c'était de commencer en faisant du canoë, donc sur un canoë gonflable, un packraft, de descendre toute une rivière jusqu'à arriver à la mer et depuis la mer monter sur le glacier, le champ de glace et sur ce champ de glace de l'alpinisme mais aussi des expérimentations scientifiques sur les microplastiques afin de savoir s'il y avait des microplastiques qui étaient arrivés dans cette zone qui est absolument pas habitée par les humains. Donc, ils ont mené cette expédition-là. Moi, j'étais leur routeur météo, c'est-à-dire que tous les jours, on avait un point par SMS satellite où je leur faisais un briefing sur la météo qui allait arriver parce que ils devaient traverser des fjords en canoë, donc fallait pas qu'il y ait trop de vent. Ils ont eu plusieurs tempêtes parce que c'est une zone où tous les 3 jours, il y a une tempête énorme. Et donc, il y avait un plan de l'expédition où moi, j'étais en train de leur permettre de faire cette autonomie-là, où ils étaient complètement seuls d'un point de vue alimentaire, mais sur sur la partie météo, je leur permettais d'avoir des clés pour organiser leur journée et s'assurer que les jours où il faisait beau, ils avançaient au maximum et ils se reposaient les jours où il faisait un peu moins beau. Alors c'est vrai que ces deux expéditions ont fait l'objet d'un film documentaire. Donc le premier qui retrace votre expédition au Svalbard est sorti publiquement le 2 juin dernier, au moment où on enregistre, donc il y a quelques jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été primé dans plusieurs festivals, qu'il a fait presque le tour du monde. Il a été diffusé dans 8 pays, dans 50 salles. Donc je vous invite à aller voir, il est disponible. Vous allez sur Instagram, vous allez sur le compte justement du team Kauna, et là on vous dirigera sur ce docu, donc je vous invite à aller le voir. Et puis quand on a fait tout ce que vous avez fait, Yvan, c'est quoi la troisième expédition? Est-ce qu'il y a une troisième expédition qui est en cours? Voilà, forcément, quand on a mis le doigt dans l'engrenage, il y a forcément à un moment donné, on se dit, bon, où est-ce qu'on pourra aller? Ouais, c'est clair que on a plein d'endroits qui nous intéressent, hein, que ce soit très au nord, très au sud. Nous, on n'est pas des champions du monde de l'alpinisme où on est très fort dans aucun domaine, mais là où on aime bien se développer, c'est sur du multisport, sur du multi-activité. C'était le sens de partir en voilier pour aller faire du ski de randonnée. La deuxième expédition, ils sont partis en canoë pour faire de l'alpinisme sur un glacier. On n'a pas encore tout à fait réfléchi à la troisième. Ils viennent de rentrer de la deuxième expédition. C'était cet hiver, donc ça va venir très bientôt. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, on a une bonne bande et que ça ne peut que continuer. On espère tous avoir des situations professionnelles qui nous permettent aussi de prendre parfois du temps quand ça nous intéresse et quand on a envie d'aller faire une belle expédition comme ça. C'est quand même une chance qu'on a de pouvoir allier ces deux éléments-là et on a envie de continuer dans cette direction-là, c'est certain. Bon, en tout cas, un grand merci Yvan pour ce partage
qui concilie aventure, technologie, innovation, exploration, exploit, environnement, recherche scientifique. Enfin voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Beaucoup me posent la question, et toi Arnaud, quel sera ton prochain défi à vélo? Mais en fait, il y a vraiment un défi, moi, qui me tiendra au cœur, c'est un jour d'embarquer. Voilà, d'embarquer, de traverser l'Atlantique, pourquoi pas, je sais que ça se fait, tu peux embarquer comme ça sur des bateaux pour te mettre au défi toi-même, mais vraiment d'aller naviguer comme ça dans ces eaux sombres, dans ces eaux froides, je pense que ça doit être une sacrée expérience. En tout cas, un grand bravo pour ce que vous avez réalisé. Un grand merci de nous l'avoir partagé. Et puis on arrive sur la fin de l'épisode, Yvan. Donc, est-ce qu'il y aurait un sujet que je n'ai pas abordé que tu voudrais partager? Et si ce n'est pas le cas, quel message tu souhaiterais faire passer aujourd'hui? J'ai envie de dire, Arnaud, la prochaine fois, tu embarques avec nous, hein. Alors, tu sais je ne m'attendais pas à cette réponse. Et en fait, la dernière fois qu'une personne m'a mis au défi, c'est Laurie Genovese. Laurie Genovese, elle est championne du monde de parapente. Alors, j'ai fait un épisode avec Laurie, c'est une femme extraordinaire. Et à la fin de l'épisode, elle m'a lancé ce défi. Elle m'a lancé ce défi en disant je t'invite à faire un vol de parapente. Alors, je ne lui ai pas dit non, je lui ai dit oui. Mais ça fait 2 ans. Donc, il faut vraiment que j'honore, tu vois, il faut vraiment que j'honore cette parole. Mais voilà, si un jour l'occasion se présente, et si un jour vous pensez à moi, pourquoi pas. Mais pour moi, ça serait un vrai défi que d'aller me confronter, de confronter cette... J'avais peur du froid, et je suis monté au Cap Nord au vélo par -45, mais j'ai vraiment une peur de la mer, et pourquoi pas un jour aller m'y confronter. En tout cas, un grand merci à toi, Yvan. Peut-être pour un petit mot de la fin, la phrase qu'on a mise dans le film et qui fait sens vraiment pour nous, c'est « Si on attend d'être prêt à partir, on ne part jamais ». En fait, c'est une paraphrase de Moitessier, qui est un des plus grands navigateurs du monde, qui nous a inspiré pour ça, qu'on lisait quand on était sur le bateau. Et ça a vraiment résonné pour nous dans le sens où... En fait, on n'était pas prêt, mais une fois qu'on s'est lancé dans cette expédition-là, les choses sont venues assez naturellement, et on sait que si on avait pris du retard sur tous les plans, et ça aurait pu être un fiasco complet. Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, quand on a des rêves, s'en donner les moyens. Et puis, s'il y a des jeunes ici qui écoutent aussi ton podcast, je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut pas attendre, parce que je dis pas que je suis vieux, mais je sais que j'aurais peut-être pas à nouveau l'occasion de prendre comme ça plusieurs mois d'affilée pour aller faire une expédition un peu folle avec des copains. Quand la vie avance, on se retrouve plus vite maqué, et avec tout un tas de contraintes de la vie de tous les jours qui nous empêchent de repartir en aventure. C'est bien aussi, hein, il y a plusieurs aspects qui sont bons, mais malgré tout, l'aventure, c'est bien quand on est jeune, et c'est bien d'essayer de continuer au plus possible toute la vie. Ouais, je partage entièrement ce que tu dis. C'est vrai que moi, mes différentes aventures m'ont fait arriver à la conclusion suivante. C'est quand tu peux faire quelque chose qui t'enthousiasme vraiment, c'est ancré en toi, ça vibre en toi, tu le sens, fais-le, quoi. N'attends pas 2 ans, 3 ans, te disant je le ferai dans 2 ans, je le ferai dans 3 ans. Non, si tu peux le faire, si tu as l'occasion de le faire de suite, fais-le. Et ça te fera te développer et peut-être changer des choses dans ta vie. Et en tout cas, tu seras en phase avec toi-même. Et ça, c'est important, effectivement. Un grand merci, Yvan, pour ce partage. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Dans vos prochaines aventures qu'on suivra avec un grand intérêt, je mettrai le lien des différents sites et des différents réseaux sur lesquels on peut vous suivre sur le résumé de l'épisode. Un grand bravo également, tu salueras Robin, Quentin et Baptistin également de leur exploit. Et puis, écoute, au plaisir de partager à nouveau dans une future aventure. Merci, Yvan. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.